Il est indispensable pour un professionnel du métier du génie civil, ingénieur, cadre, technicien, de bien connaître les techniques de construction d'un bâtiment en béton armé afin de pouvoir optimiser ses choix si vous travaillez dans une entreprise ou de savoir comment analyser et contrôler les étapes d'exécution si vous travaillez dans un bureau d'études ou de contrôle. Dans cette vidéo, je vais vous donner le mode opératoire et la procédure générale pour la construction des différentes parties d'un bâtiment en béton armé, comme si vous étiez sur chantier. Je vous invite d'abord à vous abonner et partager avec vos amis pour recevoir plus de vidéos et pour m'encourager à partager plus de cours avec vous parce que ça prend du temps et d'efforts. Merci. La construction de bâtiments en béton est différente d'une structure à l'autre en fonction de la taille, de la complexité, de la fonction et des matériaux utilisés. Généralement, les activités de construction de bâtiments sont divisées en deux grands groupes, activités pré-contractuelles et activités post-contractuelles. Le premier fait référence aux activités avant qu'un contrat ne soit conclu pour la construction d'un ouvrage. Le dernier fait référence aux activités postérieures à la passation d'un contrat pour la construction des ouvrages. Je vais parler brièvement des étapes pré-contractuelles et je vais bien détailler la procédure d'exécution étape par étape et donner le guide technique à suivre pour réussir la construction des bâtiments en béton armé. On commence par les activités de pré-construction. Lorsqu'on dit pré et post, c'est avant et après, ça vient de la langue anglaise. On a déjà parlé de béton pré-contraint et post-tension, alors c'est compris. La première des choses, c'est qu'il faut faire une visite de chantier. Parce que l'emplacement d'un bâtiment doit être spécifié correctement pour éviter les futurs problèmes dus au type de sol ou à tout autre problème. Parfois, il n'y a pas beaucoup de place pour choisir un site de construction, d'où les problèmes, s'il existe, doivent être abordés correctement et abordés avant la construction. Après la visite, on fait l'étude de sol. Le rapport géotechnique ou le rapport d'étude de sol doit être préparé avant la conception de l'ouvrage. L'ingénieur géotechnicien ou l'ingénieur en structure doit connaître les propriétés du sol sur le chantier de construction. Sinon, la conception des fondations ne peut pas se poursuivre. Le rapport d'étude de sol contient les propriétés du sol, les types de sol et la capacité portante du sol. Après, on établit un plan architectural. Le plan d'un bâtiment est établi par un ingénieur architecte en fonction des exigences du bâtiment. Après le plan architectural, on établit un plan structural. Un ingénieur en structure conçoit l'ossature de la structure. Le type de fondation est ensuite déterminé et conçu en fonction de l'étude du sol et d'une charge de la superstructure. Après, on prépare une estimation et un budget. L'estimateur de bâtiment estime la quantité de matériaux, un certain nombre d'éléments de travaux différents et préparer une feuille contenant le coût de la construction du bâtiment. Permet de construire. L'approbation prise peut nécessiter certains documents tels qu'un rapport d'étude de sol, le tout distinguant comme plan, élévation, coupe, cadastre, état des lieux. Il faut spécifier aussi le constructeur. Ce choix est important car il est indispensable à la réussite de la construction du bâtiment dans les délais. Tous les détails du projet doivent être clairement décrits dans le document contractuel. Les conditions du contrat doivent être complètement vérifiées avant de signer le document. On passe maintenant aux étapes de construction d'un bâtiment en béton armé. La première des choses, c'est la préparation de chantier. La préparation du site est la première activité des travaux de construction. Il s'agit de nettoyer le site du projet des débris et des racines des arbres, d'éliminer les obstacles tels que le sol meuble, l'ancien bâtiment le cas échéant, les terrains en pente, c'est-à-dire pour les aplanir et les stabiliser, et de spécifier la position des services souterrains présents
et de les déplacer si nécessaire. Alors cette opération est la première des choses qu'il faut faire avant de faire le terrassement, avant de faire les travaux d'excavation, etc. Pour faciliter l'opération d'implantation qu'on va voir après, il faut exécuter un décapage. Ce décapage de zones de terrassement est souhaitable. Il s'agit d'éliminer la couche superficielle, terre végétale, du terrain naturel. C'est un terrassement de très faible profondeur, environ 25 cm, et de grande surface. Maintenant, l'implantation de l'ouvrage. Avant la réalisation des fouilles, des fondations et la mise en place des différents éléments de la construction, il est indispensable de réaliser une implantation afin que l'ouvrage soit bien orthogonal et parallèle. Donc, il faut d'abord délimiter et marquer les zones à terrasser. Alors, l'implantation des ouvrages consiste à matérialiser les plans sur le terrain. Cette opération doit être effectuée avec un maximum de précision afin de déterminer le plus justement possible la position et le niveau des ouvrages et éléments d'ouvrage. On dispose d'un plan de masse, un plan d'implantation. Lorsque je dis un plan d'implantation, c'est un plan élaboré avant qui matérialise les contours de la construction et ses dimensions. Le plan indique également les distances des contours par rapport aux éléments existants. Et on dispose aussi des repères matériels faciles à matérialiser sur le terrain comme les limites de propriété et les bordures de trottoirs, etc. La technique d'implantation, pour réaliser correctement une implantation, il vous faudra suivre les étapes suivantes. Mettre en place les 2 premiers jalons. Réaliser et mettre en place les chaises ainsi que les piquets ou les jalons restants. Rapporter et fixer les cordeaux sur les chaises avec des pointes. Vérifier l'équerrage et prendre l'aplomb des points d'intersection des cordeaux. Et la méthode d'équerre, c'est une excellente méthode qu'on voit toujours sur chantier pour parfaire votre implantation. Si vous n'êtes pas en possession des matériels professionnels de géomètre, on parle ici de niveau de chantier, tachyomètre, théodolite, etc. Vous pourrez choisir entre l'équerrage avec l'équerre de maçon ou la méthode de 3-4-5 ou la méthode par triangulation ou l'égalité des diagonales. Après l'implantation, on va commencer les travaux de terrassement. Je vais parler maintenant rapidement des types de fouilles. Une fouille, d'abord, c'est une excavation réalisée dans le sol, généralement pour établir les fondations d'une construction. On a une fouille en rigole. Leur profondeur n'excède pas 1 mètre et la largeur 2 mètres. La fouille en tranchée, lui, est similaire, mais avec une profondeur supérieure à 1 mètre. Ces 2 types de fouilles sont notamment utilisés pour la pose des canalisations ou pour recevoir les semelles de fondation d'une maison, par exemple les semelles filantes. On a aussi les fouilles en puits. Lorsque sa profondeur est importante par rapport à son emprise du sol, pour des raisons de sécurité, il est interdit de descendre au fond de fouille en cours de son exécution. Fouilles en pieux, lorsque le bon sol est très profond, ces derniers ont vocation à reprendre des charges ponctuelles et se prêtent donc bien à la réalisation d'une semelle isolée. Le principe de sécurité lors des travaux de terrassement, la fouille est dite blindée lorsque ses parois sont maintenues par un blindage. C'est le cas notamment pour des fouilles de plus de 1,3 m de profondeur ou dans le cas des sols instables. La fouille est dite franche ou fouille en pleine masse lorsque les terres coupées verticalement ne nécessitent pas de blindage. On parle de fouille talutée pour des bords de fouille en pente plus ou moins fortes selon la cohésion du sol. L'assiette de la fouille, surface de fond de fouille, est alors moins importante que l'emprise de la fouille, surface de terrassement au niveau du terrain naturel. Après avoir établi le plan
de la structure, le processus d'excavation commence à l'aide de machines adaptées en fonction de type de sol et de taille des travaux d'excavation. Les travaux d'excavation sont effectués à l'aide d'équipements d'arpentage pour atteindre la profondeur requise en fonction des dessins de conception. Les précautions de sécurité sont considérablement cruciales à la fois pendant le processus d'excavation et après son achèvement pour prévenir les événements indésirables et sauver la vie des travailleurs et des civils et éviter le retard dans le processus de construction. Si l'excavation est dans une zone urbaine, alors il faut être conscient de ne pas endommager les services souterrains. Une fois la profondeur désignée atteinte, le fond de la tranchée d'excavation doit être compacté pour réduire un éventuel tassement futur. Diverses machines telles que le rouleau à roue lisse ou le rouleau à pied de mouton ou le pneu en caoutchouc ou la chenille et le compacteur à plaque de compactage peuvent être utilisés pour atteindre le degré de compactage requis. Maintenant, pour la réalisation d'une fouille, on suit les étapes suivantes. La lecture du plan de terrassement et plan béton armé, extraction et démolition des terres. Dans cette étape, le sol en place est ameubli afin de faciliter son transport. Dressage des parois de la tranchée. Les parois sont ensuite dressées et blindées si elles risquent de s'écrouler. Les talus éventuels sont quant à eux nivelés et stabilisés. Après, on a le transport des terres. Les matériaux excavés sont transportés par des brouettes ou camions et écartés de la zone des travaux. Et on rapporte les bornes au niveau de fondation. La quatrième opération, c'est le béton de propreté. Comme son nom l'indique, le béton de propreté est un béton maigre que l'on étale sur le sol ou en fond de fouille pour constituer une surface propre, non terreuse, sur laquelle on pourra mettre en place un béton de fondation ou encore réaliser une aire de travail non boueuse. Alors le béton de propreté a deux rôles. Obtenir une surface de travail propre et plane et protéger les armatures éventuelles. Elle est donc utile dès lors que l'on réalise un ouvrage armé dont on souhaite protéger les armatures inférieures. C'est le cas par exemple des fondations. Pour le dosage de béton de propreté, puisqu'il n'a pas de vocation structurelle, le béton de propreté n'est pas armé et faiblement dosé en ciment. L'épaisseur minimale réglementaire est de 5 cm. La largeur, quant à elle, sera en fonction de la largeur de l'ouvrage qui sera réalisé par la suite. Il est recommandé de prévoir au minimum 5 cm plus large sur chaque bord. Les opérations à suivre pour exécuter cette étape: d'abord la mise en place du béton de propreté qu'on a déjà préparé, étaler le béton de propreté, damer le béton de propreté, mettre à niveau les surfaces et respecter l'épaisseur du béton. Maintenant, on passe à la cinquième opération, la construction des fondations. Comme vous savez, la fondation est la partie la plus basse du bâtiment, responsable du transfert des charges de la structure en sol en dessous. Alors cette partie a besoin de beaucoup de soins et de précision lors de la construction. On commence par le traçage des semelles sur le béton de propreté. On matérialise les axes de la semelle, on aligne les axes avec corde de traçage, pointer le marquage avec fil à plomb horizontalement et verticalement, matérialiser les dimensions de la section des semelles en se servant d'équerres et de mètres, traçage avec corde et poudre, et il faut s'assurer des côtés entre axes des semelles. Après, le coffrage pour semelles. Et si je vais parler un peu de coffrage, alors le coffrage dans le bâtiment ou dans la construction, c'est une structure provisoire, utile pour maintenir le matériau en place, ici le béton, en attendant sa prise puis son durcissement. Le moule de coffrage doit avoir la forme et les dimensions de l'ouvrage à réaliser, que ce soit fondation, poteau, poutre, etc. Les matériaux utilisés pour la réalisation d'un coffrage sont principalement le bois et le métal. On a des coffrages en bois et coffrages métalliques. L'emploi des coffrages métalliques réduit une partie des inconvénients des coffrages en bois.
la main-d'œuvre est importante, réemploi est limité pour le coffrage en bois, les chutes sont élevées et inévitables, mais le prix de coffrage métallique est très élevé. Il n'offre qu'un intérêt restreint pour les travaux courants du bâtiment, sauf s'il s'agit de l'exécution répétée d'éléments, si on a d'éléments identiques. Alors maintenant, pour les opérations de coffrage d'une semelle, on commence par le nettoyage de lieu de semelle, on vérifie le traçage de la semelle sur le béton de propreté, on vérifie les dimensions et l'équerrage du traçage. Bien sûr, on vérifie toujours avec les plans qu'on a. On fabrique le coffrage de la semelle suivant les dimensions déjà fabriquées, préparées. Faire l'équerrage et le niveau, calage de coffrage de la semelle avec traverse et nettoyage du lieu de travail. Pour la majorité des éléments ferraillés, le ferraillage sera façonné hors site dans les zones de ferraillage, puis livré et rassemblé par des équipes spécialisées suivant les plans validés par le bureau de contrôle. Les étapes de ferraillage au façonnage d'acier pour fondation, dresser les aciers, débiter les aciers suivant croquis, façonner les aciers suivant le croquis et vérifier la conformité au plan, attacher les aciers suivant le plan et respecter les longueurs de crochet et les longueurs de recouvrement. Bien sûr, en tant qu'un cadre de génie civil ou technicien, votre travail c'est de vérifier ces longueurs, vérifier avec votre ferrailleur, avec votre chef chantier, les longueurs de recouvrement et crochet et la conformité avec les plans. Après, on pose l'acier pour semelle et pré-poteau, bien sûr. À l'aide d'études du plan de coffrage visé par le bureau de contrôle, on pose l'acier des semelles et pré-poteaux, on met les cales de ciment et on attache les pré-poteaux sur les semelles. Il faut vérifier ici la fixation des pré-poteaux et vérifier la verticalité et l'alignement des pré-poteaux. Et ils doivent être aussi équerres. On respecte la perpendicularité et les distances entre axes, toujours on vérifie ça avec les plans. Et on met les madriers sur place de part et d'autre pour les pré-poteaux. Maintenant, bien sûr, pour le coulage de béton, on a besoin du béton. On fait la fabrication de béton. On met en marche la bétonnière. On met de l'eau dans la cuve de la bétonnière. Il faut verser gravette G2 au deuxième lieu dans le gâchis, verser du sable, du ciment au troisième lieu et verser gravette G1 au dernier lieu. On vide la cuve de la bétonnière dans le seau et on laisse malaxer le béton pendant 3 ou 5 minutes. Et enfin, on vide le gâchis dans la cuve de la bétonnière. Le coulage du béton pour semelle, couler le béton et le vibrer, damer le béton et égaliser les surfaces des semelles. On respecte les formes des semelles suivant les plans de béton armé. Il faut s'assurer de la hauteur de coulage et s'assurer de l'étanchéité du coffrage. Après, on fait le coffrage des pré-poteaux, pas des poteaux, des pré-poteaux, parce qu'on nous sommes ici dans les fondations. On vérifie l'alignement des poteaux, les distances entre axes, on fixe les pré-poteaux. Bien sûr, on respecte les dimensions, on met les cales en ciment. Après un passage d'une couche d'huile brûlée sur les surfaces intérieures du coffrage, et on cale le coffrage avec serre-joint, traverse, etc. Et encore une fois, on prépare un béton pour les pré-poteaux. Il faut arroser les coffrages. On fait un coulage de béton pour pré-poteau. Bien sûr, vibrer le béton et s'assurer du niveau de coulage à ne pas dépasser et de l'étanchéité au coffrage. Alors ici, lorsqu'on parle de décoffrage, le décoffrage ne doit pas être fait sans autorisation, généralement. Pour les poteaux, pour les planchers, etc. Il faut s'assurer que le béton a une résistance suffisante pour supporter son poids ainsi que les surcharges. Et cette résistance est donnée par le bureau d'études.
généralement 25 mégapascales, et les délais de décoffrage peuvent varier selon des facteurs comme la température. Par exemple, si on a une température basse, la durée avant décoffrage va être prolongée pour avoir un béton mature. Donc c'est mieux de calculer les coefficients de maturité à 2 jours et à 28 jours pour avoir une idée sur l'évolution de la résistance du béton. La sixième opération, maçonnerie et longrine. Maçonnerie pour fondation. Il faut d'abord creuser des fouilles pour maçonnerie et longrine. Creuser la tranchée, évacuer la terre, vérifier la largeur et la profondeur, étayer en cas de besoin, continuer l'opération jusqu'à la profondeur demandée. Bien sûr, les longrines est construite pour relier les différentes semelles et fournir une surface plane pour la construction de la superstructure. Les longrines portent les murs et servent de chaînage au niveau des fondations. Après, bien sûr, comme les fondations, comme les semelles, on ne va pas poser les maçonneries et longrines sur la terre, mais sur le béton de propreté. Les opérations sont les mêmes pour le béton de propreté. Mise en place du béton de propreté, étaler et damer le béton de propreté, mettre à niveau les surfaces et respecter l'épaisseur du béton. Pour la maçonnerie en moellon, exécuter la maçonnerie, assurer le nombre de parpaings et boutisses, rejointoyer les façades, ramasser les mortiers qui tombent à l'extérieur et le rembler. Et pour les fondations, bien sûr, on a besoin d'arras étanches pour assurer l'étanchéité à ce niveau-là. Premièrement, couper le carton feutre en morceaux suivant la largeur du mur plus 10 cm du côté extérieur. Étaler ce morceau de carton feutre sur le mur pour prendre sa place. Ensuite, on le roule. Répandre le bitume chaud sur le mur en même temps on colle le carton dessus. Répandre le bitume chaud sur le carton feutre et mettre un peu de sable de mer sur le bitume chaud. Toujours avant le coulage de béton, on a besoin d'un moule, donc le coffrage pour chaînage et longrine. On réalise le coffrage des longrines et chaînage conformément au plan de coffrage. On utilise un coffrage propre et droit. Il faut toujours sur chantier vérifier votre coffrage. On cale bien le coffrage à l'aide des traverses et serre-joints. On matérialise le niveau de coulage et on s'assure de l'alignement, équerrage et la verticalité du coffrage. On pose l'acier pour chaînage et longrine qu'on a déjà façonné. Pose de chaînage et longrine façonnée. S'assurer de la longueur de recouvrement et remettre les cadres étriers ou épingles à leur place. On n'oublie pas la mise à la terre. C'est quoi la mise à la terre? La mise à la terre consiste à relier à une prise de terre via un fil conducteur toutes les masses métalliques qui risquent d'être mises en contact avec le courant électrique par suite d'un défaut d'isolement d'un appareil. Et cette mise à la terre permet d'écouler les courants de fuite sans danger et en association avec un dispositif de protection différentielle. Vous savez, les disjoncteurs différentiels ou interrupteurs différentiels qui assurent la mise hors tension de votre installation électrique. Alors la mise à la terre, c'est très important. On met le câble suivant le porteur du bâtiment, on attache le câble aux aciers des chaînages et longrines avec fil d'attache, on laisse la tente pour raccordement aux boîtes de coupure et couper le câble et protéger le câble. Toujours après coffrage, on a coulage du béton pour chaînage et longrine. On coule le béton, on le vibre et on met le béton à niveau et on respecte le niveau de coulage et s'assurer de l'étanchéité du coffrage pour ne pas avoir des problèmes lors de décoffrage. Et on a le décoffrage des chaînages et longrines. Décoffrer les traverses de cale avec bramine, arracher les piquets de calage, ramasser les madriers et piquets et les mettre hors bloc ramassés. On nettoie toujours les lieux de travail
ici les chaînages et l'engrine, et il faut faire attention de ne pas casser les coins des chaînages et l'engrine. La septième opération, les regards. On pose les buses. On fait l'alignement et respect de pente. Étaler une couche de sable de 10 cm d'épaisseur. On pose les buses et on les ajuste. Respecter la pente. Remplissage des joints avec mortier et nettoyage des buses de l'intérieur. Et on fait le coffrage et coulage des regards. Couler le radier regard suivant le plan du coffrage, emplacement du moule suivant les dimensions données, procéder au calage du moule avant le coulage du béton et vérifier le béton en coulant l'épaisseur verticalité, ne pas dépasser le niveau de coulage. Toujours dans le niveau des fondations, on a la huitième opération, c'est les remblais et compactage. Mise en place de la terre à usage de remblai, étaler le remblai, arroser, compacter, respecter la hauteur du remblai et respecter le taux de compactage. La neuvième opération, dallage. On pose l'acier pour dallage. Il faut étudier le plan de coffrage visé par le bureau de contrôle et à l'aide de ce plan, on pose les aciers longitudinaux et transversaux, on met les cales de ciment et on attache les barres. Après, on fait le coulage du dallage. Bien sûr, on coule le béton et on fait l'étalage et damage et on assure l'horizontalité et on respecte les différences de niveau toujours en fonction de notre plan. Et après, on fait le nettoyage de lieu de travail. La dixième opération, les poteaux en élévation. Alors, pour les poteaux, la vérification de la verticalité lors de leur construction est cruciale pour éviter une déviation de leur position. Les poteaux sont construits au niveau de la dalle, bien sûr, et leurs armatures doivent être prolongées pour permettre la construction des étages supérieurs. On a déjà laissé des attentes au niveau de dallage pour assurer la continuité de ferraillage des poteaux. La première des choses, c'est traçage des poteaux en élévation, traçage des poteaux, après alignement à respecter entre poteaux et s'assurer des distances entre les poteaux. On matérialise les sections des poteaux avec poudre de traçage en se servant de l'équerre et mètre et s'assurer des sections des poteaux. Toujours avant coulage, on a coffrage des poteaux en élévation, faire le coffrage du socle de madrier, respecter les dimensions des poteaux, faire le coffrage de 3 faces en respectant le traçage, la distance entre les poteaux, placer les cales en ciment en nombre suffisant et faire le coffrage de la 4e face. Assurer le niveau et la verticalité et assurer la stabilité, cales, serre-joints, traverses, madriers, plongées, etc. On a la 11e opération, les voiles. On commence par le coffrage. On réalise le coffrage des voiles première face et deuxième face après pose de ferraillage, pose de cale en ciment et réception des armatures. Caler le coffrage avec serre-joint, traverser T, respecter les épaisseurs des voiles et veiller à l'étanchéité du coffrage et matérialiser le niveau de remplissage. Comme vous pouvez le voir, il y a des opérations qui se répètent parce que c'est la même opération, c'est le coffrage, c'est le coulage, etc. Le coulage des poteaux et des voiles, c'est-à-dire le béton en élévation. On coule le béton, on vibre le béton pour poteaux et voiles, s'assurer de la hauteur de remplissage, éviter le gaspillage du béton, s'assurer que l'épaisseur d'enrobage est uniforme et s'assurer de l'étanchéité du coffrage. Le traçage du niveau sur poteau. Alors, pourquoi cette opération? Pourquoi un trait de niveau?
Le trait de niveau est une ligne horizontale tracée sur un ouvrage. Sur chantier, vous pouvez voir un trait sur les poteaux ou sur les murs si vous avez des murs. Et ce trait nous sert de référence de niveau. Elle est généralement située à 1 mètre au-dessus du sol fini. Et pour cette opération, on utilise l'appareil de niveau. On vise un point repère et on fait des visées sur tous les autres poteaux en matérialisant le niveau hauteur de 1 mètre par rapport au sol brut et on complète le traçage de la marque avec crayon ou cordex peinture avec niveau à bulle et équerre. La 13e opération, plancher. Alors les planchers, c'est un ouvrage généralement en béton armé qui forme une plateforme horizontale, une séparation entre les étages d'un bâtiment. Sa face inférieure est dite plafond. Il existe plusieurs types de planchers bien sûr, parmi lesquels on cite les dalles pleines et les planchers à ordi. On va voir ici le mode opératoire d'un plancher à ordi. On commence par le coffrage des poutres et planchers, les poutres et planchers, pose d'échafaudage, coffrage partie inférieure, poutres y compris été, pose de planche de niveau plancher, pose lisse et étayage, pose contre lisse et étayage, pose plancher de coffrage si nécessaire, coffrage latéral du bâtiment bien fait, bien calé, se conformer au plan de coffrage et celui de l'architecte. Après, pose d'ordi et poutrelles. Alors les poutrelles, elles sont posées sur les éléments porteurs, soit des murs, soit des poutres, et soit sans été, soit avec été, selon le type de poutrelle que vous avez. Pour leur pose, vous allez donc vous référer au plan et positionner les poutrelles parallèlement tout en les espaçant de la largeur d'un ordi. Pour faciliter la tâche, il vous suffira de placer un ordi à chaque extrémité des poutrelles, puis avoir un espacement adéquat. Alors, pose poutrelle, pose des ordis. Pour les ordis, il faudra revérifier la propreté et la planité des bords des poutrelles afin que la pose des entrevous soit de niveau. La largeur d'appui des entrevous sur les poutrelles est généralement supérieure à 15 mm. Par la suite, il faudra placer les ordis sur toute la largeur des poutrelles pour couvrir la surface étant donné qu'elles vont servir de fond de coffrage à la dalle de compression. Pour la pose, il faudra vous assurer que les entrevous et les poutrelles sont bien en adéquation pour garantir la forme des nervures prises en compte dans les calculs et éviter tout jeu entre les deux éléments. Puis vous devez bien serrer les entrevous entre eux afin de supprimer tout intervalle. Pour ce faire, vous devrez réaliser des coupes extrêmement précises aux extrémités. Après, s'assurer de la conformité du travail avec plan de pose, on nettoie le plancher des chutes de bois pointe traverse. Le nettoyage, c'est toujours pour optimiser la résistance du béton. Après, on fait la mise en place d'étriers soudés. Alors, lors de la pose d'étrier, il ne faut pas oublier les enrobages pour que ces derniers ne soient pas en contact direct avec l'ordi. Dans le cas des épaisseurs minimales de la dalle de répartition, le treillis devra être calé à mi-hauteur. Après, on a la mise en place des chaînages périphériques et la mise en place des armatures en chapeau et de continuité. Le coulage du béton pour poutres et plancher. Ici, le coulage de la dalle de répartition devra se faire en une seule opération, c'est-à-dire on ne peut pas commencer le coulage et suspendre le coulage et après reprendre. Il faut que ça se fait en une seule opération. Pour le coulage, deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez vous faire livrer votre béton ou le faire vous-même, c'est-à-dire béton prêt à l'emploi qui va vous permettre d'avoir un béton parfaitement dosé, vibré et homogène et qui répondra parfaitement à vos attentes. Vous allez éviter des problèmes de formulation et vous allez garantir
la pérennité de l'ouvrage. Cependant, cette solution n'est pas économique. Le coût du béton prêt à l'emploi dépendra en grande partie de la distance entre la centrale de béton et votre chantier. Alors, les opérations ont fait le coulage des poutres et vibrations, le coulage des escaliers et vibrations, le coulage de la dalle pleine et vibrations, le coulage de la dalle de compression, bien sûr, et vibrations, et on respecte les niveaux des épaisseurs de béton. Toujours après coffrage, on a décoffrage, décoffrage des étais, des carreaux de la dalle, décoffrage des lisses et contre-lisses des carreaux, décoffrage des panneaux, coffrage des poutres, décoffrage des madriers des poutres en utilisant parfois massette du rond, conserver le bois de coffrage propre en totalité, madrier, plancher étais, et ramasser les serre-joints et les ranger. La 14e opération, les murs en élévation. Alors pour les murs, on a soit des murs porteurs, soit des murs de remplissage non porteurs, c'est-à-dire le mur ne participe pas à la résistance de la structure. Et on a des murs de séparation, des cloisons, et des murs extérieurs qui ont pour fonction l'isolation. Alors pour le mode opératoire des murs, la première brique doit être posée directement sur le lit de mortier. Après, tasser bien jusqu'à ce que ce dernier ne fasse plus qu'1 cm d'épaisseur. On donne quelques coups avec la manche de la truelle pour homogénéiser le mortier sur briques. Lorsque vous posez vos briques, pensez à toujours les mouiller avant afin qu'elles n'absorbent pas toute l'eau du mortier. Et on finit la première ligne. Quand vous débutez votre deuxième rangée de briques, il faut décaler les briques et les joints verticaux. Et pour faire cela, vous pouvez commencer avec une demi-brique. Posez les briques de la même manière que pour la première rangée, sans oublier de vérifier bien sûr l'alignement et la planéité avec le cours d'eau avant de débuter chaque nouvelle rangée. Pour vérifier l'alignement des deux faces perpendiculaires, on utilise le niveau et la règle. Bien sûr, avant de poser les briques d'une rangée, une couche de mortier sur la face est précédemment posée et les joints verticaux doivent faire 1 cm d'épaisseur. Pose d'agglo, première ligne à l'extrémité du mur à construire sur une couche de mortier. Attachez les deux agglos avec corde pour assurer l'alignement. Pose de la première ligne sur du mortier. Remplir les joints, étaler une couche de mortier. Pose de la deuxième ligne. Bien sûr, dans les murs, on a des portes et des fenêtres. Alors, on a besoin des linteaux. Un linteau est un élément de construction horizontale qui sert à soutenir la maçonnerie ou les matériaux du mur au-dessus d'une baie, c'est-à-dire une ouverture, une porte, une fenêtre, etc. Le linteau est souvent réalisé en béton armé et peut prendre plusieurs formes. La première des choses, c'est la mise en place du support temporaire. Cette étape consiste, comme la mise en œuvre de tous les linteaux, à mettre en place le support temporaire. Après mise en place du crochet de linteau, cette étape consiste à mettre du mortier sur l'élément de la maçonnerie et à fixer le crochet de linteau. Après placement des éléments munis de crochets sur le support, mise en place des armatures préfabriquées sur les crochets de linteau, mise en place du mortier et l'assise au-dessus du linteau. La 15e opération, les terrasses. On commence par une forme de pente, répandage des déchets de briques, arrosage des déchets de briques, compactage des déchets, réglage de niveau, s'assurer de la pente. On a une pente dans le plan, on doit la respecter. On vérifie la hauteur des déchets, on fait le coulage de béton de forme en respectant l'épaisseur, damage et remise à niveau de la surface du béton et exécution d'une couche de mortier, plus talochage, chape de lissage. On a besoin d'une forme de pente pour exécuter l'étanchéité multicouche, répandre le feutre puis le ramasser,
Répandre le bitume à l'état liquide, première couche. Répandre le feutre en respectant le recouvrement. Répandre le bitume, deuxième couche. Répandre le feutre en croisant la première couche en respectant le recouvrement. Répandre le bitume, troisième couche, en respectant le dosage. Répandre le feutre, troisième couche, dans le même sens que la première couche. Et répandre le bitume de quatrième couche. Enfin, répandre le sable de mer à la surface suivant l'épaisseur exigée. Et on a besoin de protection de l'étanchéité, couler le béton de grains de riz, damer et remplir les parties vides, talocher la surface, respecter la hauteur des dallots, vider les joints et les remplir par du bitume et sable. Alors voilà, cette séquence de construction des poteaux, des poutres et des dalles est suivie par les autres étages au-dessus. On fait la même chose, mais en tant qu'ingénieur ou cadre de génie civil, vous devez surveiller les activités et s'assurer qu'elles sont menées conformément aux spécifications du projet.